Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo consacrée à la lutte contre la haine en ligne. Est-ce qu'une loi réprime la haine en ligne? Alors, il y a eu la loi Avia, la loi contre les contenus haineux sur Internet, qui date du 24 juin 2020, mais cette loi a été censurée par le Conseil constitutionnel parce qu'elle prévoyait l'obligation pour les plateformes, les hébergeurs, de supprimer dans un délai de 24 heures les contenus haineux, et le Conseil constitutionnel a considéré que cette loi portait trop atteinte en fait à la liberté d'expression. Donc elle a été censurée. Il ne reste de cette loi que la création d'un observatoire de la haine en ligne et d'un parquet national de lutte contre la haine en ligne au sein du parquet de Paris. Depuis, de nouvelles lois ont-elles été adoptées? Alors, depuis, on a une loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, qui est venue renforcer les obligations des plateformes en ligne pour lutter contre cette haine en ligne. L'article 6.4 de la loi du 21 juin 2004 oblige les plateformes en ligne, les plus grosses plateformes en ligne, celles qui ont plus de 10 millions de visites par mois, elles doivent mettre en place, ces plateformes, des moyens humains et technologiques pour lutter contre certaines infractions qu'on qualifie de manière générale de haine en ligne. Et pour cela, donc, elles doivent mettre en place des moyens d'information, d'identification des personnes, des points de contact, indiquer les interdictions dans leurs conditions générales d'utilisation, mettre des dispositifs pour faire des signalements, permettre des recours en interne, etc. Donc il y a un alourdissement de ces obligations pour les plateformes en ligne par rapport à la lutte contre les contenus en ligne haineux, avec des obligations supplémentaires, et la possibilité pour l'Arcom de les sanctionner jusqu'à des peines d'amende administrative de 20 millions d'euros ou 6% du chiffre d'affaires annuel mondial si jamais la plateforme ne respecte pas ses obligations. Alors, le législateur également, avec cette loi du 24 août 2021, a créé la possibilité de demander auprès de l'Arcom la fermeture de sites miroirs haineux, c'est-à-dire que lorsqu'un site haineux a déjà été condamné par les tribunaux, toute personne intéressée peut demander à l'Arcom de le fermer. Et donc l'Arcom, à ce moment-là, peut enjoindre aux hébergeurs, aux fournisseurs d'accès et même aux moteurs de recherche de fermer le site miroir qui a été créé en fait pour contourner une décision judiciaire qui interdit, qui condamne un site haineux. Et enfin, le législateur a créé une obligation pour les plateformes d'informer les mineurs de moins de 15 ans de ne pas diffuser de contenu haineux. La haine en ligne est-elle une infraction? Alors, la haine en ligne en elle-même n'est pas une infraction, c'est-à-dire qu'on ne retrouve pas une infraction générale de haine en ligne. Par contre, on retrouve le mot haine à travers des infractions qui sont dans la loi de 1881, avec l'infraction de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes en raison de leur origine, de leur appartenance, de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. Ça, il s'agit d'une infraction qui est punie d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Et pareil pour les provocations à la haine, à la violence, à l'égard des personnes en raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle, identité de genre ou handicap. Donc pour ces infractions de provocation, le mot haine est inclus dans la qualification de l'infraction. Mais généralement, lorsqu'on parle de haine en ligne, on vise en fait un groupe d'infractions. Il n'y a pas que les infractions de provocation. Il y a aussi les infractions de diffamation, qui peut être publique ou non publique, qui peut viser des personnes publiques ou des personnes privées, avec des diffamations qui peuvent être simples ou aggravées, c'est-à-dire en raison également de l'origine de la personne, de la religion ou en raison de leur sexe. Donc il y a des infractions de diffamation qui peuvent être graves et qui sont réprimées plus lourdement que les diffamations classiques. Et pareil, pour les injures, il existe des injures simples ou caractérisées, qui peuvent être d'ailleurs publiques ou non publiques. Donc il existe tout un ensemble d'infractions dans la loi de 1881 qui permettent
de lutter contre la haine en ligne. Et à côté de ces infractions, il existe également des infractions dans le code pénal, par exemple des infractions de harcèlement ou de diffusion de contenus violents qui peuvent être vus par des mineurs, ou les infractions de menaces, de provocation ou d'apologie à la commission d'actes de terrorisme. Toutes ces infractions dans le code pénal peuvent également être relatives à la lutte contre la haine en ligne. Et est-ce cohérent qu'il y ait des infractions dans le code pénal et d'autres dans la loi de 1881? Alors, quand on regarde toutes ces infractions, donc on voit que certaines sont dans la loi de 1881, comme la diffamation, et d'autres dans le code pénal, comme le harcèlement, par exemple. Et le problème, c'est que le régime de ces lois n'est pas le même. C'est-à-dire que pour la loi de 1881, il y a beaucoup de textes à respecter pour pas que la procédure soit nulle. Si vous vous trompez dans les qualifications, ou si vous ne faites pas élection de domicile correctement, ou si vous ne notifiez pas au procureur de la République, votre citation, votre plainte peut être nulle. Et la prescription fondée sur la loi de 1881, lorsque vous voulez agir sur le fondement de la loi de 1881, la prescription de 3 mois ou de 1 an en fonction des infractions. Alors que pour agir sur le fondement du code pénal, le régime n'est pas du tout le même, vous n'avez pas autant de vices de procédure, et surtout la prescription n'est pas la même, puisque en matière pénale, de délit, la prescription est de 6 ans. Donc ce qui signifie que pour certaines infractions de haine, la prescription va être de 3 mois ou de 1 an selon la gravité de l'infraction, alors que pour des infractions qui sont fondées sur le code pénal, la prescription sera de 6 ans. Donc il n'y a pas vraiment de cohérence parce que vous avez des infractions qui sont dans le code pénal qui ont des peines qui sont pas très lourdes. Par exemple, la menace, ça commence à 6 mois de prison pour des menaces simples, et le harcèlement moral, la peine de prison encourue minimale est de 1 an. Bon. Donc ce sont des infractions qui finalement ne sont pas très graves, mais là vous voyez que la prescription est de 6 ans. Alors que dans la loi de 1881, vous avez des infractions qui sont plus graves. Par exemple, les provocations, certaines provocations de crimes, etc., sont réprimées d'une peine de maximum de 5 ans de prison. Donc il peut s'agir de peines qui sont plus graves, mais la prescription, paradoxalement, va être plus courte, elle va être de 1 an. Donc on voit bien qu'il y a des incohérences totales au niveau, ne serait-ce que du régime des prescriptions, et donc aussi des incohérences au niveau de la loi de 1881 par rapport à tous ces vices de procédure qui ont été créés. Donc sans doute il y a ici un alignement à faire, une réforme à faire pour que tout cela soit plus cohérent. Les personnes responsables sont-elles les mêmes? Alors, en fonction de la loi que l'on utilise, que ce soit la loi de 1881 ou le code pénal, les personnes responsables ne sont pas les mêmes, justement. Et c'est là aussi un problème, c'est-à-dire que pour la loi de 1881, le régime obéit à une responsabilité en cascade, c'est-à-dire qu'en principe, c'est le directeur de publication qui est responsable, alors que pour le code pénal, ça va être l'auteur de l'infraction ou son complice, donc on n'a pas ce système de responsabilité en cascade, et cela est encore plus compliqué parce que pour la loi de 1881, lorsque on s'exprime et lorsqu'il y a une infraction de la loi de 1881 dans un espace de contribution personnelle, à ce moment-là, le directeur de publication n'est pas en principe responsable. Il n'est responsable que s'il est informé du caractère illicite du contenu qui est diffusé dans cet espace. Là, sa responsabilité pourrait être engagée. Donc on a un système qui est extrêmement complexe en réalité, avec des différences de régime et de responsabilité, suivant qu'on se fonde uniquement sur le code pénal ou que l'on se fonde sur la loi de 1880. Peut-on engager la responsabilité des plateformes, des réseaux sociaux? Alors, tout dépend sur quelle qualification on va aller, parce qu'en réalité, il faut distinguer la responsabilité des fournisseurs d'accès, des hébergeurs et des plateformes. C'est-à-dire que maintenant, on a une multiplicité de régimes de responsabilité par rapport à ces qualifications. Et un réseau social comme Facebook, comme YouTube, comme Instagram, comme Twitter
peuvent être qualifiés aussi bien d'hébergeurs que de plateformes. Donc il faut voir ces différents régimes. Concernant les hébergeurs et les fournisseurs d'accès, le principe c'est qu'ils ne sont pas responsables. C'est-à-dire qu'ils ne sont responsables du contenu qu'ils hébergent que si, une fois qu'ils sont informés de l'existence de ce contenu, ils ne le suppriment pas promptement. Donc c'est un principe de non-responsabilité. Et également, ils n'ont pas d'obligation de surveiller, les hébergeurs n'ont pas l'obligation de surveiller les contenus. Cependant, pour certaines infractions que l'on qualifie de manière générale justement de haine en ligne, il y a une obligation de surveillance pour les hébergeurs. Les fournisseurs d'accès et les fournisseurs d'hébergement doivent surveiller notamment qu'il n'y a pas d'infraction d'apologie de crime, de provocation à la haine, à la discrimination, à la violence en raison de l'origine des personnes ou en raison de leur sexe, de leur handicap. Également, les fournisseurs d'accès et d'hébergement doivent surveiller qu'il n'y ait pas d'infraction de négationnisme, de banalisation de crimes, de harcèlement sexuel, de sexisme, de harcèlement scolaire, de traite des humains, de contenu à caractère pédopornographique ou de contenu violent susceptible d'être vu par les mineurs. Donc toutes ces infractions et également de provocation et d'apologie à la commission d'actes de terrorisme. Donc la loi du 21 juin 2004 liste toute une série d'infractions que les fournisseurs d'accès et d'hébergement doivent surveiller. Alors bon, cette liste, elle est un peu incohérente parce que par exemple, on ne retrouve pas en son sein les infractions du code pénal de menaces par exemple, ou de harcèlement moral, ou de injures aggravées. Donc on se demande pourquoi ces infractions ne sont pas inscrites dans la loi parce qu'il s'agit manifestement d'infractions de haine en ligne. Et alors, lorsque ces fournisseurs d'accès ou d'hébergement constatent ce type d'infraction, ils doivent en informer promptement les autorités publiques. Ils doivent également rendre public les moyens de lutte contre ce type d'infraction, mettre en place des systèmes de signalement pour qu'on puisse les dénoncer et engager la responsabilité des personnes. Et si jamais ces fournisseurs d'accès et d'hébergement ne respectent pas ces obligations, ils peuvent voir leur responsabilité engagée et avec des peines, même des sanctions pénales, 1 an de prison et 250 000 € d'amende. Donc on voit qu'il y a un renforcement des obligations des hébergeurs par rapport aux infractions de haine en ligne. Et puis il faut rappeler qu'à côté de ces dispositifs, pour les plateformes, il y a justement maintenant, depuis la loi confortant les principes de la République, des obligations de lutte pour les plateformes, les plus grosses, celles qui ont plus de 10 millions de visites, de lutter contre les contenus haineux en ligne, avec la possibilité donc de les sanctionner par une peine administrative, par une peine d'amende assez lourde. Peut-on engager aussi la responsabilité des personnes anonymes ? Alors, tout ce contenu haineux provient de personnes physiques et le plus souvent de personnes anonymes. Donc toute la difficulté aussi est de pouvoir engager leur responsabilité parce que autant les intermédiaires, que ce soit les hébergeurs, les plateformes sont identifiés, autant ces personnes-là qui sont à la source de ce contenu haineux ne sont pas identifiées. Alors heureusement qu'il y a toujours une obligation pour les fournisseurs d'accès et d'hébergement de détenir et de conserver les données qui permettent d'identifier les personnes qui contribuent sur leur réseau. Donc il y a une obligation de détenir, de conserver ces données, de les communiquer. Mais le problème, c'est que le législateur, par la loi du 30 juillet 2021 relative à la prévention des actes de terrorisme et du renseignement, a limiter la possibilité d'obtenir ces données, puisque maintenant la finalité de détention de ces données est limitée aux procédures pénales, à la prévention des menaces contre la sécurité publique et la sauvegarde de la sécurité nationale, pour l'essentiel, mais il n'y a plus de possibilité d'obtenir ces données à des fins de procédure civile. C'est-à-dire que la loi ne permet plus maintenant d'identifier des personnes qui commettent des infractions civiles, des fautes civiles, qui pourraient voir leur responsabilité engagée sur le fondement notamment du Code civil ou d'autres textes qui ne seront pas réprimés pénalement.
Donc on constate qu'il y a paradoxalement un renforcement de l'anonymat sur Internet, alors que les politiques tous étaient d'accord pour essayer de mieux lutter contre cet anonymat. Ben, on se rend compte que finalement, à rebours, le législateur renforce l'anonymat sur Internet, ce qui est dommage. Alors que Internet est déjà une zone de non-droit, on se rend compte que finalement il y a une véritable impunité sur le plan civil sur Internet. Vous pouvez tout à fait être anonyme et commettre toutes les infractions civiles que vous voulez. On ne pourra plus vous identifier. Et même pour ceux qui commettent des infractions pénales, concernant l'adresse IP, ça va être encore plus difficile qu'avant pour les obtenir, parce qu'on ne pourra obtenir ces adresses IP que si une infraction grave a été commise, et donc pas n'importe quelle infraction pénale. Donc on voit que ça va être de plus en plus difficile pour identifier les personnes sur Internet, ce qui est dommage parce que, au contraire, je crois qu'il faudrait les responsabiliser. Faut-il renforcer l'identification ? Alors, je crois que c'est pas en diminuant la responsabilité des gens qu'on va mieux lutter contre la haine sur Internet, c'est au contraire en les obligeant à s'identifier. Alors là, il faut être tout à fait clair. Bien sûr, on ne pourra jamais obliger tout le monde à s'identifier, parce qu'il y a déjà des obligations d'identification pour les éditeurs et pour les commerçants en ligne. Mais Monsieur Tout-le-Monde, qui contribue sur un réseau, lui, n'est pas obligé de s'identifier. Mais ceci dit, je crois que ça serait bien de contraindre tout le monde à communiquer des données qui permettent d'être identifié tout en permettant l'anonymat. Ce n'est pas parce que vous communiquez des données à un hébergeur que vous ne pouvez plus communiquer de manière anonyme. Non, l'idée, c'est qu'il faudrait toujours permettre d'utiliser les réseaux de manière anonyme, mais si jamais vous commettez une infraction, alors votre identité pourra être révélée parce qu'un juge aura autorisé par exemple l'hébergeur à communiquer les données qui permettent de vous identifier. Voilà. Alors, il faut savoir aussi que si jamais on n'arrive pas à identifier la personne, il y a quand même des recours. Que fait-on si la personne n'est pas identifiable ? Si la personne n'est pas identifiable, on peut déposer une plainte contre X. On peut également agir contre les intermédiaires. Comme on a vu, les fournisseurs d'accès, les fournisseurs d'hébergement, les plateformes ont des obligations. Et également, on peut demander au président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond de supprimer un contenu qui serait illicite. Donc il y a des actions possibles, comme l'ancienne action en référé, il est possible de demander des suppressions de contenu auprès du président du tribunal. Est-ce utile de déposer plainte auprès de la police ? Alors tout dépend, c'est-à-dire que tout dépend de l'infraction. Si vous êtes face à une diffamation par exemple, ce n'est pas suffisant de déposer plainte auprès de la police, parce que souvent il n'y aura pas de suite, il y a des classements sans suite, et surtout ce n'est pas interruptif de la prescription. Pour agir en diffamation, le délai classique est de 3 mois à compter de la diffusion. Et le fait de déposer simplement une plainte simple au commissariat n'est pas interruptif de prescription. Il faut déposer plainte auprès du doyen des juges d'instruction ou auprès du procureur de la République. Donc, par contre, si vous êtes face à une infraction de provocation ou d'apologie du terrorisme ou face à un contenu pédopornographique, à ce moment-là, c'est utile de déposer plainte auprès de l'administration. Et par exemple, vous pouvez utiliser le site internet-signalement.gouv.fr parce que l'administration, dans ce cas-là, a la possibilité, pour ces infractions précises de terrorisme et de contenu pédopornographique, d'enjoindre administrativement les éditeurs de sites, les hébergeurs, les moteurs de recherche, les fournisseurs d'accès, de supprimer dans un délai de 24 heures ce contenu. Et si jamais ces personnes ne le suppriment pas, elles peuvent même engager leur responsabilité. Donc il y a des peines qui sont prévues. Au final, tout cela vous paraît-il cohérent ?
Alors au final, quand on regarde dans l'ensemble, on voit que tout cela n'en est pas très cohérent parce qu'on a une multitude d'infractions, comme on le voit, avec des régimes différents, avec des personnes responsables ou irresponsables selon les cas, avec des concours de qualification entre hébergeurs, plateformes, directeurs de publication, auteurs, complices, contributeurs, avec des personnes qui peuvent rester anonymes et donc ne pas être responsables. Donc au final, on se rend compte que tout cela est très complexe, parfois incohérent. Tout cela, tout ce droit-là crée finalement une certaine insécurité sur le plan juridique, une certaine opacité, obscurité. Et à mon avis, c'est pas comme ça qu'on peut le mieux lutter contre la haine en ligne. C'est en ayant au contraire un système juridique cohérent, clair, qu'on pourra mieux lutter efficacement contre la haine en ligne. Merci beaucoup pour votre écoute et à bientôt pour de nouvelles vidéos.